Et si on se parlait des livres que j'ai lus récemment? En fait, je sais pas pourquoi je pose la question parce que clairement, c'est le sujet de la vidéo, là. Si vous avez cliqué sur cette vidéo pour une autre raison que m'entendre parler des 11 livres que j'ai lus récemment, ben je sais pas qu'est-ce que vous faites ici. Alors comme toujours avec les points lecture, voici un petit menu littéraire de tout ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Le genre littéraire qui est au top de ce point lecture, c'est le contemporain avec 3 livres. Il va y avoir aussi 2 dystopies, 2 non-fictions au sujet de l'écriture plus particulièrement. Une science-fiction, un roman historique, un thriller et un roman de littérature générale. Et là, si vous vous demandez c'est quoi la différence entre contemporain et littérature générale, c'est que dans ma tête, contemporain c'est comme intimement lié à l'époque où ça a été écrit, alors qu'un roman de littérature générale, oui, ça peut parler de trucs contemporains, mais c'est comme ça se rattache un peu à n'importe laquelle des époques où tu peux être en train de lire. Donc ça, ce sont les genres littéraires, mais j'ai aussi décidé de classer cette vidéo par catégories différentes. Et la première d'entre elles, c'est est-ce que la hype de ces 2 livres était méritée? Nous allons démarrer la vidéo avec la sortie de 2025 qui était incontestablement la plus attendue auprès de tous les lecteurs de la planète Terre. Et c'est bien sûr Lever du soleil sur la moisson de Suzanne Collins que j'ai lu en anglais. On va s'épargner un résumé, ok, c'est Hunger Games, classique de la dystopie jeune adulte. Par contre, ce que vous devez savoir, c'est que même si j'ai adoré absolument la trilogie originale, quand j'ai lu le premier préquel, La balade du serpent et de l'oiseau moqueur, j'ai tellement pas aimé ça. J'étais tellement déçue. Je trouvais que c'était ennuyant. Le personnage de Snow était tellement fade. J'étais comme, ok, peux-tu arrêter de t'apitoyer sur ton sort pendant 2 secondes et juste être un vilain qui est intéressant à suivre? En tout cas, pour moi, ça avait été un flop. Donc là, quand j'ai vu l'annonce de ce 2e préquel, cette fois-ci sur un personnage bien plus intéressant, j'avais espoir, mais je voulais pas non plus avoir trop espoir, vu que j'avais été déçue. Mais je suis contente de dire que ça s'est infiniment mieux passé cette fois-ci et que c'est un préquel que j'ai dévoré. Les personnages étaient tous très attachants, tu sais, il y avait des défauts et tout, mais ils étaient quand même intéressants à suivre. Moi, je veux juste être intéressée, ok, c'est ça. Puis moi, Snow, j'ai pas réussi à m'intéresser à lui. Mais on ne parle pas de Snow aujourd'hui, ok, on parle de... Dans ce 2e préquel, là, j'ai vraiment ressenti tout l'amour que cette autrice a pour son univers. Tu vois qu'elle continue toujours autant de s'amuser avec lui, tout en préservant ses messages qui sont très forts. Pour moi, ça a été une très bonne lecture qui m'a permis de me replonger dans ce que j'aimais de la série. J'avoue que j'ai pas nécessairement été autant subjuguée que d'habitude par les scènes de l'arène. Mais d'un autre côté, tu sais, si on lit Hunger Games juste pour les arènes, c'est quoi qui nous différencie vraiment des gens du Capitole qui font juste comme se divertir face à la souffrance des gens? En tout cas, moi, dans tous les cas, j'ai toujours été fascinée par les scènes d'arène parce que la survie, c'est quelque chose qui allume personnellement mon intérêt. Donc c'est ça, j'étais un petit peu déçue de pas me sentir dedans. Je trouvais que les scènes étaient un peu floues. J'avais très hâte de voir le film, en fait, parce que j'étais comme, je suis sûre qu'en ce moment, ce qui est décrit, c'est incroyable, c'est super intéressant, mais là, présentement, je ne suis pas capable de me le visualiser dans ma tête. Donc pour moi, ce roman, c'est un peu comme, ok, on a une mise en place assez longue qui fait les 2/3 du roman, mais tu sais, il y a de la tension, c'est intéressant, c'est bon, mais plus ça avançait, plus j'avais hâte de voir comment Mitch avait réellement gagné ses 50e jeux. Et donc, pour moi, vu que cet élément-là était pas comme waouh, ben j'ai pas réussi à avoir un coup de cœur, mais c'était très bon. Par contre, ok, j'ai pas vraiment enlevé de points au livre pour cet élément, mais comme, est-ce qu'on peut se parler d'à quel point il y avait trop de chansons? Genre, je sais que moi, à la base, je ne suis pas quelqu'un qui s'intéresse aux chansons dans les livres. Moi, si je ne peux pas entendre la chanson, je m'en fous carrément. Et je sais, là, que les chansons vont être belles, ok? Je le sais. Dans les films, c'est incroyable. Mais là, c'était juste que... après la 10e fois qu'il y avait une chanson, je la lisais pas. Je vais être honnête, là, les chansons, moi, c'est skip. Donc voilà, c'est un préquel qui est à des années-lumière de l'autre. Je le recommande à n'importe quel fan d'Hunger Games parce que je pense qu'on pourrait difficilement en être déçu vu que c'est juste à l'image parfaitement de ce que la série a été. Peut-être que des gens vont trouver justement que c'est comme trop à l'image, ça n'apporte pas grand-chose de nouveau, mais en même temps, le personnage d'Mitch est vraiment intéressant, donc... je lui ai donné un très bon 4 étoiles. Ensuite, dans la catégorie des livres hypés, j'ai lu Rien n'est vrai de Lisa Jewell. C'est définitivement un des thrillers que j'ai vu dans le plus de top en 2024. Ça a connu un gros succès et j'avais un peu peur, beaucoup peur de ne pas l'aimer parce que pour l'instant, Lisa Jewell, j'avais lu 3 livres d'elle et ils avaient tous été un petit peu des flops, voire carrément des flops. Donc celui-ci avait un résumé vraiment intéressant. Ça parle de 2 femmes qui se rencontrent par hasard dans un restaurant. Elles découvrent qu'elles partagent le même anniversaire et comme plusieurs points de leur vie en commun. Et il y a une de ces 2 femmes qui tient un podcast où elle interviewe des femmes fréquemment. Et
l'autre femme va être comme « Hey, ce serait cool si on faisait un podcast ensemble parce que genre oui, ok, on part du fait qu'on a le même anniversaire, mais moi présentement, ma vie, je suis à 2 doigts de la chambouler complètement en faisant des gros changements, donc ça pourrait être intéressant de suivre son podcast. » La protagoniste accepte et finit par le regretter bien évidemment quand elle découvre que cette femme garde beaucoup plus de secrets qu'elle pensait. C'est un livre qui mélange un petit peu les formats, donc tu sais, on a la narration où on suit les personnages directement, mais on a aussi des extraits du podcast, c'est cool. Je pense qu'en audio, ça devrait aussi bien se faire. Mais donc, malgré mes réticences face au livre, je dirais que ça a été une victoire. C'est pas un coup de cœur, vous allez voir ma note à la fin, mais j'ai commencé ce livre à 23h le samedi et je l'ai terminé à 13h le dimanche. Donc c'est un livre qu'on lit en moins de 24 heures, là. Clairement c'est que c'est un thriller qui fait bien son travail. C'était très entraînant, c'était très intriguant. Je trouvais que ça s'éloignait un peu des trucs que j'aimais pas de Lisa Jewell dans le passé, où comme la fille, elle racontait la vie de ces personnages qui étaient pas attachants. Puis là, j'étais comme, ok, au moins là, ils sont pas attachants les personnages, mais on dirait que l'autrice le sait un peu puis fait pas juste blablater à propos d'eux. On se concentre sur les actions, on voit quand même, tu sais, des aperçus de leur vie, mais c'est des aperçus qui nous sont utiles en tant que lecteur. Est-ce que c'est un thriller qui est révolutionnaire? Non. Il y a certains points que j'ai vu venir, c'est pas carrément prévisible, c'est quand même assez bien construit, mais j'aurais préféré qu'on se rende à ces révélations-là avec une protagoniste qui se rendait un peu plus facilement compte des red flags très évidents que l'autre femme agitait entre ses mains. Mais ça reste que, c'était divertissant, là, et je pense que je comprends le succès et la hype de ce livre parce que si j'avais jamais lu aucun thriller de ma vie, je pense que j'aurais vraiment aimé. Par contre, il y a un personnage à la fin qui reçoit un certain traitement que j'étais pas sûre, comme, je sais pas, j'ai pas envie de me lancer dans les spoilers aujourd'hui, mais j'étais juste comme pas sûre de vraiment saisir c'était quoi la vision de l'autrice par rapport aux agissements d'un certain personnage, puis c'est un malaise que j'ai aussi dans certains autres de ses romans, puis juste pas capable. Elle et moi, on a un petit manque de compatibilité à ces niveaux-là, mais bon. Je donne 3.75 étoiles à ce livre, ok, je l'ai dévoré, je le recommande. Vous voulez vous sortir d'une panne de lecture, lisez ceci. Donc je pense qu'on peut dire que la hype est méritée, même si c'est pas un livre parfait, loin de là. La deuxième catégorie de cette vidéo, c'est simplement des livres que j'avais présentés dans des piles à lire parce que c'est bien de lire les livres qu'on dit qu'on va lire. Le premier d'entre eux, c'est La vie mensongère des adultes de Elena Ferrante. C'est un contemporain qui commence avec une adolescente qui surprend une conversation entre son père et sa mère où son père la compare à une tante dans leur famille qui a comme la réputation maléfique et qui est complètement genre toute sa vie elle a entendu du mal de cette tante là, donc là d'entendre le rapprochement ça lui fait beaucoup de bobo et ça la pousse éventuellement à aller à la rencontre de cette dite tante et de vite réaliser que le monde des adultes a plus de secrets qu'elle le pensait. Je me suis lancée dans cette lecture avec des attentes plutôt douces parce que je voyais que la moyenne sur Goodreads était pas hyper positive et autour de moi, tu sais, les avis... Elena Ferrante, c'est une autrice qui est très appréciée, mais ce livre-là, clairement, n'est pas dans les favoris. Quand j'ai commencé le livre, j'ai été assez surprise de ressentir à quel point je l'appréciais. Je trouvais que le personnage de la tante était intéressant, j'aimais la façon dont c'était écrit. D'ailleurs, petite note, moi j'avais la version papier et la version audio en même temps. Et il y avait des différences entre les deux, même si c'était vraiment comme la même édition. Et la version audio, je trouvais, était vraiment mieux écrite que la version papier. Genre, il y avait des verbes puis des mots que c'était différent dans la version audio, puis j'étais comme, c'est tellement plus beau dans la version audio. Oui, cette conjugaison de verbes, moi, c'est ça que j'aurais, genre, pensé lire dans le livre, mais j'étais comme, hein? En tout cas, note. Donc, j'aimais le contexte italien du livre, le caractère rocambolesque de la tante, la désillusion très réaliste de notre jeune protagoniste qui découvre vraiment beaucoup de choses à propos de sa famille et de la vie. Mais une fois que cette porte s'est comme ouverte sur cet univers au complet, j'ai vite commencé à me sentir de moins en moins intéressée. On est vraiment dans les soucis là d'adolescence, de tout ce qui touche à genre la comparaison, les garçons, blablabla. Moi j'aimais beaucoup tout ce qui touchait à genre, ok, sa famille, les relations avec sa famille, les secrets, blablabla, mais... Je suis pas la lectrice qui est très intéressée par comme les récits de vie d'adolescence, de ok c'est quoi les problèmes qu'on traverse à l'adolescence. Genre c'est réaliste, je comprends pourquoi c'est écrit, c'est pas un problème mais c'est juste... Moi j'ai littéralement arrêté l'école à l'adolescence parce que j'en avais marre d'être autour d'adolescents puis d'entendre parler de leurs problèmes, donc c'est sûr que c'est pas un truc que je vais essayer de volontairement les chercher dans mes lectures parce que ça me donne pas grand chose. Donc j'avoue j'ai songé à l'abandonner quand j'étais rendue à la moitié, mais puisque Elena Ferrante c'est vraiment une autrice qui a une grande reconnaissance, j'étais comme non, je vais lui laisser une chance au complet. Je suis semi-contente de l'avoir fait parce que d'un côté, il y a un personnage qui a été introduit et là je trouvais ça intéressant, la dynamique et tout, mais
La conclusion de ce livre, j'ai pas aimé. Genre, je comprends c'est réaliste, ok, mais je voulais pas que ce livre-là se conclue sur juste encore les relations avec les garçons, c'est inconfortable. Genre, c'est vrai, mais c'était juste pas la direction qui m'intéressait. Donc pour moi, c'est un 2.75 étoiles. Pas d'inquiétude, ok, ça n'entache aucunement mon envie de lire L'Amie prodigieuse. C'est sûr que je le lis. Je savais, ok, que ce livre-là était pas à la hauteur de ces autres trucs. Ça change pas du tout mon opinion sur elle. Et ça reste que j'ai vu beaucoup de talent là-dedans, ok? C'était juste les thèmes qui m'intéressaient moins, mais c'était quand même bien construit, intéressant. Donc voilà, j'ai hâte de lire L'Amie prodigieuse. La prochaine lecture que je devais faire et que je suis très contente d'avoir faite, c'est Hotel Lonely Hearts de Heather O'Neill, dans une édition qui a été très partagée et appréciée à travers ma famille. Ok, le livre a du vécu, mais c'est du bon vécu. Donc ça, c'est un roman. Je l'ai mis dans littérature générale, mais il y a comme une mini-dose d'historique, mini-dose de réalisme magique. Vraiment mini. Ça parle de deux orphelins qui tissent un lien très serré dans leur jeune enfance. Quand je dis orphelins, ils sont pas du tout reliés. Ils ont juste été les deux abandonnés dans le même orphelinat. Mais tout le monde sur Terre, littéralement, va tenter de les séparer parce qu'ensemble, ils sont trop magiques. On assiste à leur évolution tandis qu'ils s'épanouissent et comme se blessent en même temps. Et bien, on voit vraiment les conséquences d'avoir une telle nature charmante et excentrique. J'ai cru pendant tellement longtemps que ce livre allait être un coup de cœur. C'était mon premier livre de cette autrice et tout de suite, là, j'ai vu là, cette madame-là, oh, elle sait quoi faire pour me charmer. J'aimais le ton, les personnages, la petite touche de magie, les images. Malheureusement, je n'avais pas compris en lisant le résumé que les personnages allaient être séparés pendant autant de temps. Je le dis là de façon explicite parce que ça surprend. Et comme, ok, ce livre-là, c'est vraiment l'histoire de ces deux personnages-là qui se cherchent, mais que littéralement tout le monde, tout leur entourage fait tout pour que ça se passe pas. Et à un certain stade, j'ai trouvé que ça commençait à être presque redondant. Tu sais, t'avais un nouveau personnage qui était introduit, puis j'étais comme, ok, comment cette personne-là va faire en sorte qu'ils se rencontrent pas? Mais bon, tu sais, c'est pas le roman entier, là, ça se termine quand même à un moment, et après ça redevient très intéressant. Ultimement, tu sais, c'est ça, ce n'est pas un coup de cœur, mais c'est définitivement le genre de texte qui marque, qui a un goût vraiment, là, ça goûte quelque chose, ce livre-là, puis j'aime ça. Je recommande aux personnes qui sont attirées par le résumé, puis qui aiment ces récits de vie avec des personnages qui sont très colorés, mais à la fois très brisé. Et je vais me précipiter sur les autres livres de l'autrice parce que je suis convaincue qu'elle a la plume qu'il me faut pour trouver des coups de cœur. En tout cas, pour celui-ci, ma note est un 4 étoiles. Maintenant, on va se parler d'une sortie de 2025 qui n'a pas encore été traduite, mais ça risque de l'être parce que c'est l'auteur de Super méchant débutant qui a été ma deuxième meilleure lecture de 2024. Donc j'ai lu sa nouvelle sortie qui est When the Moon Hits Your Eye de John Scalzi, bien évidemment. J'étais tellement vendue par le résumé, ok? J'avais juste besoin de savoir que c'était une science-fiction qui parlait de « Et si la lune se transformait du jour au lendemain en un bloc de fromage. » Et j'étais comme, ok. Dans Super méchant débutant, l'auteur a juste poussé ses concepts de la façon la plus ridicule, mais intéressante en même temps, puis j'étais juste, c'est bon, je lui fais confiance. Est-ce que j'aurais dû lui faire confiance? Écoutez, le roman a super bien démarré, ok? Ça commence avec une scène vraiment drôle où les gens se rendent compte que la lune est transformée en fromage, puis j'étais comme, ouais, je suis dedans. Mais j'ai très vite senti, très vite, le coup de cœur juste me glisser entre les doigts. Parce que le livre, cette fois-ci, est présenté à travers des points de vue différents et vraiment beaucoup de points de vue différents pour comme explorer toutes les facettes possibles des conséquences de... on fait quoi si la lune se transforme en fromage? Si on passe de la NASA à des auteurs de livres, à des personnes qui vendent du fromage, à une personne vraiment trop riche qui veut acheter du fromage, à un prêtre qui essaie de conserver la foi de l'église même si la lune est du fromage. Puis, tu sais, ce sont tous des points de vue qui ont leur intérêt, je comprends pourquoi ils ont été présentés, mais à un moment donné, j'étais juste essoufflée. C'était juste trop. Tu sais, il y a beaucoup d'humour dans ce livre-là, donc c'est comme, ok, une nouvelle perspective, puis là, plein de dialogues drôles, puis j'aurais aimé qu'on suive un peu les mêmes personnages pendant tout le long, puis peut-être qu'on trouve une façon d'introduire tous ces éléments-là, mais d'une façon plus naturelle, parce que c'est ça que dans Super méchant débutant, il avait réussi à faire, genre le nombre de concepts fous là-dedans, la liste est interminable, mais ça avait du sens avec la progression du protagoniste, puis on se sentait pas juste comme bombardé par des nouveaux trucs constamment. Ben en même temps, oui, on se sentait comme ça, mais genre de la bonne façon. En tout cas, je donne un généreux 3
3 étoiles à ce livre. À un moment donné, là, j'avais envie de l'abandonner, je m'ennuyais. Je m'ennuyais alors que la lune était devenue du fromage. Mais bon, tu sais, les concepts super intelligents, c'est bien construit, les messages sont bienveillants, sont pertinents. Mais dans mon cœur, c'est un flop. C'est un flop. Genre 3 étoiles, ça va, c'est bon, mais comme... Je pensais que j'allais juste le lire et directement l'insérer dans mon top 10 de 2025. J'ai failli dire 2024. Et là, ben, je peux vous le dire, ce livre ne s'approchera pas du tout du top 10 ou même du top 20. Je pensais pas qu'on allait en être ici, mais voilà, 3 étoiles. La prochaine catégorie de la vidéo, c'est celle du bocal des membres. Si vous le saviez pas, petit moment pub, ok, ce sera pas long. J'ai une communauté exclusive sur ma chaîne où vous pouvez vous abonner à des niveaux différents. Le premier niveau, c'est juste si vous souhaitez soutenir la chaîne et avoir accès à comme quelques coulisses de vidéos, j'envoie des petits messages, des petits sondages. Mais le niveau supérieur vous donne accès à une vidéo exclusive par mois et à chaque mois, vous pouvez mettre un livre là-dedans. Dans chaque vidéo, puis la lire, j'en pioche 2 à 3 et je les lis, mais comme vous allez le constater très bientôt, ça m'arrive aussi de juste lire des livres du bocal au hasard. Donc les 2 livres dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est même pas ceux que je dois lire dans mes piles à lire. Je vais les lire, mais j'en ai lu d'autres en plus. Donc tout d'abord, nous avons Féline de Stéphane Servant, qui était la suggestion de Joanie. C'est une dystopie où des adolescentes partout dans le monde commencent à développer comme vraiment beaucoup de poils sur leur corps. Et quand je dis vraiment beaucoup, je parle carrément de fourrure. C'est plus tout à fait des humaines. Évidemment, la panique s'ensuit et le gouvernement met en place des tactiques radicales pour maîtriser la situation. C'est un livre qui est écrit sous la forme d'une lettre que notre protagoniste envoie à quelqu'un qu'on sait pas c'est qui, mais on va le savoir. Et donc, elle raconte exactement tout ce qui s'est passé depuis le moment où la première fille a commencé à avoir du poil jusqu'à la fin de toute cette histoire. Et j'avoue que j'ai vraiment pas accroché à la narration. Moi, ce que j'aime de la dystopie, c'est de me sentir avec les personnages. Je ressens leur peur, je sens la tension, je me demande, tu sais, moi, qu'est-ce que je ferais à leur place? Est-ce que j'oserais défier le gouvernement? Blablabla. Mais là, la présentation était tellement comme saccadée que j'arrivais pas à la consommer comme une histoire. Pour moi, c'était une présentation d'événements. La temporalité était bizarre, t'avais des sauts, puis comme parce que c'était une lettre qui expliquait qu'est-ce qui s'était passé, mais pas d'une manière... Je sais pas, des fois, t'as des livres que c'est une lettre, mais tu lis la lettre, puis t'oublies que c'est une lettre tellement t'es dedans. Mais là, j'oubliais jamais que c'était une lettre. Et j'avais juste hâte que cette maudite lettre se termine, puis que je me sente enfin dans le présent, dans le récit, et c'est jamais arrivé, parce que le livre est la lettre entière. Et en plus, comme je trouvais la protagoniste pas nécessairement attachante, bon, ça a empiré un peu mon désintérêt. C'est peut-être juste moi le problème, ok, je l'ai lu à moitié pendant que j'étais malade, ça s'est pas trop bien passé, je l'ai mis sur pause, je l'ai recommencé, blablabla. Parce que quand je vais sur Goodreads, je vois qu'il y a plein de gens de la communauté francophone qui l'ont beaucoup aimé, donc tu sais, si ça vous intéresse, allez-y quand même. Moi, personnellement, c'est un livre que j'aurais abandonné si c'était pas du fait qu'en mars, j'avais comme rien lu, puis j'étais genre, ok, j'ai besoin de livres pour mes stats, donc je vais le terminer au complet parce que je veux pas que les 200 pages que j'ai lues servent à rien. C'était quand même intéressant de lire à propos d'une épidémie qui s'éloignait de comme ce que j'avais l'habitude de lire dans ces genres de dystopies. Et je sentais que l'auteur avait des bonnes intentions avec ses messages-là, mais c'est juste ça. C'était pas un livre pour moi. Je lui donne un généreux 2 étoiles et je serais très curieuse de savoir s'il y a d'autres personnes qui l'ont lu dans les commentaires et si vous l'avez aimé plus que moi, parce que c'est possible que ce soit juste moi, là. Je le reconnais entièrement. Merci quand même Joanie pour la suggestion et j'espère que ça te dérange pas que j'ai pas aimé le livre, parce que Joanie, si vous savez pas, c'est probablement une des abonnées qui me suit, qui me soutient depuis le plus de temps sur Terre. Donc elle est habituée de me voir pas aimer des livres, ok? Elle est habituée. Et le deuxième livre du bocal que j'ai lu, c'est Une ombre japonaise de Lee Langley, qui était la suggestion de Anne. C'est un roman historique qui commence avec une liaison poétique entre une adolescente japonaise et un homme américain. Cette jeune fille pense avoir trouvé un mari avec l'américain, mais elle se rencontre des années plus tard après avoir donné naissance à son enfant que pas du tout. Et en fait, l'Américain arrive et fait juste reprendre l'enfant et l'amener en Amérique avec lui, avec sa nouvelle fiancée. On suit donc la vie de ce couple et de cet enfant qui grandit loin de sa mère. Avant de vous donner mon avis, je tiens à préciser que j'ai découvert à la toute fin de ce livre, en lisant les remerciements, que c'est un texte qui est basé sur une certaine pièce d'opéra. Évidemment, je la connaissais pas du tout. Je sais pas à quel point c'est comme fidèle ou pas, mais je considère que c'est très possible que certaines de mes critiques face à cette œuvre s'appliquent en
fait surtout au texte d'origine. Donc, c'est un livre qui s'est quand même très bien lu. Tu sais, j'avais une petite baisse de lecture au moment où j'ai commencé, puis ça se traversait vraiment très bien. Je l'ai lu très rapidement, ça m'a un peu comme requinqué dans la lecture, même si j'ai pas nécessairement super adoré le récit. J'avais de la misère à être très passionnée par ce que je lisais, parce que, comme mentionné, on suit surtout ce couple de personnes désagréables qui ont comme semi-kidnappé un enfant, et je savais pas si on devait les aimer ou pas. Genre, est-ce que l'autrice pensait que on allait être comme de leur côté? Parce que pour eux, leur logique de kidnapper cet enfant, c'est qu'ils vont lui donner une meilleure vie que genre s'il la laisse avec sa mère pauvre au Japon. Puis c'est ça, j'ai comme moyennement aimé le traitement du personnage de cette mère japonaise. Je trouvais la façon qu'elle était décrite, c'était un petit peu malaisante, mais je sais pas à quel point c'est l'autrice, ses choix, ou si c'était comme ça dans la pièce d'opéra d'origine. C'est rare que j'ai un livre qui est comme basé sur quelque chose que je connais pas du tout, donc c'est comme, je sais pas où mettre le pied là-dedans. J'avais quand même un peu d'attachement envers le petit garçon, puis le reste de son histoire aboutit à comme des chemins géopolitiques qui étaient très intéressants, des trucs que je savais pas, mais en même temps, les thèmes généraux du livre, ça me rappelait beaucoup des trucs que j'avais déjà lus et qui abordaient ces sujets-là avec un peu plus de tact, je trouvais. Donc, mon appréciation atterrit seulement à 2.25 étoiles, mais je suis quand même contente de l'avoir lu parce que, comme mentionné, c'est ça qui m'a sorti de ma petite baisse de lecture. Et je sais que je peux très bien être passée complètement à côté de l'œuvre juste à cause que, genre, je connais pas l'opéra original. Bref, voilà, ok. S'il vous plaît, continuez à me suggérer des trucs dans le bocal. Je vous promets que je suis capable d'aimer des choses et sentez-vous pas mal si j'aime pas des choses parce que même les livres que je me choisis pour moi, je les aime pas tout le temps. La prochaine catégorie, c'est celle de 2 nouvelles sorties québécoises. Et oui, maman qui lit du québécois, ok? Comme à chaque année, MAPS organise son gala du nouveau roman québécois. L'année dernière, ça s'était mal passé, mais là, avec ces 2 premières lectures que je viens de faire et que je vais vous présenter, mes espoirs sont un peu rehaussés pour comme la qualité des sorties littéraires québécoises de 2025. Alors, premièrement, j'ai lu La grosse qui rêvait d'amour de Nadia Tranche-Montagne. Et j'ai vraiment choisi ce livre sur un coup de tête, genre je voyais des bons avis, puis j'étais juste comme, ok, je l'ai. Je l'ai emprunté à la bibliothèque, je l'ai lu. Mais j'ai un peu senti au départ que j'aurais peut-être pas dû parce que c'était pas le genre de livre pour moi. Mais c'était pas si mal au final. Donc, en tout cas, voici le résumé. C'est un contemporain qui parle d'une jeune femme québécoise qui a toujours eu un corps assez rond et la société lui a toujours fait sentir que c'était un problème. Et donc, comme le dit le titre, ben c'est une jeune femme qui rêve de se sentir acceptée, de se sentir aimée malgré la forme de son corps. Et le truc qui me faisait au départ douter de comme, ok, est-ce que je devrais être en train de lire ce livre? C'est que moi, je suis pas la plus fan, tu sais, des romans contemporains qui sont vraiment juste comme voici mon expérience jour après jour d'une manière qui est comme très réelle, mais en même temps qu'il n'y a pas de procédé narratif original. Genre, moi, je trouve que c'est des œuvres importantes, ok? N'importe quelle œuvre qui te permet d'entrer dans le quotidien de quelqu'un qui vit une réalité que toi, tu vis pas, à laquelle tu n'as peut-être pas pensé. Ça, c'est clairement des livres importants. Je pense qu'il y a énormément de personnes qui vont se reconnaître dans ce livre-là à tous les niveaux, même si tu traverses pas exactement ce que la protagoniste traverse. C'est comme, je pense qu'on peut tous se retrouver d'une manière ou d'une autre là-dedans, ou on peut juste réaliser à quel point ça n'a pas d'allure, comment la société traite les corps qui sont plus gros que les autres. En tout cas, ben c'est ça. Au début, j'étais pas trop fan parce que même si c'est un texte très vrai, j'étais comme, ben moi, il me faut quelque chose dans le récit pour que je me sente entraînée par cette œuvre de fiction. Parce que autrement, je préfère que ce soit littéralement juste comme un livre témoignage, un livre autobiographique ou biographique. Mais si c'est une œuvre de fiction, moi, j'aime qu'il y ait des procédés narratifs intéressants. Et là, je n'en sentais pas. Mais éventuellement, ça s'est comme rétabli. Là, j'ai senti que j'entrais dans un récit plutôt que juste comme une présentation d'anecdotes de OK, comment la société traite les personnes grosses. Et à partir de ce moment-là, j'ai vraiment passé un bon moment de lecture. Le personnage de la mère, OK, c'est tellement réel, c'est tellement réel. Il y a tellement de gens, je sais, là, qui vont se reconnaître là-dedans. Et moi, même si c'est pas mes expériences personnelles, je reconnais dans mon entourage des gens qui ont subi ces expériences précises. Puis c'est ça, je pense que c'est juste un livre qui va faire beaucoup de bien aux personnes qui ont besoin de le lire. Moi, est-ce que c'est le genre de récit qui me transporte et me marque? Non, mais ça reste que c'est une bonne lecture. Et pour un livre qui était pas censé être mon genre de truc, je trouve que j'ai passé un bon moment. Donc, je lui donne un 3.5 étoiles au niveau de mon appréciation personnelle uniquement, mais tu sais, c'est vraiment un livre que je recommande pour n'importe qui est intéressé par le sujet, n'importe qui aime vraiment ces livres-là ou tente dans la vie quotidienne de quelqu'un. Et pour les Français qui me regardent, c'est très québécois. Il y a des livres québécois qui sont pas très québécois, ça c'est quand même très québécois. Donc voilà, qui est pas un coup de cœur, mais une bonne lecture. Je les prends. Par contre,
le livre que j'ai lu après, La mer des larves de Maud Jarry. Oh, oh, oh! Ça là, j'étais contente de les lire l'un après l'autre parce que La mer des larves m'a montré exactement c'était quoi qui me manquait dans La grosse qui rêvait d'amour. Parce que La mer des larves, c'est un récit qui parle d'une jeune femme qui a des problèmes, que ce soit des problèmes dans sa vie de couple, dans sa vie familiale, mais aussi des problèmes de santé. Et c'est un livre qui véhicule des messages très fort à propos du système de santé, comment les femmes ne sont pas écoutées pour leur douleur, alors qu'on sait très bien qu'une douleur, c'est pas juste nos règles. Mais c'est amené d'une façon tellement fascinante, originale. Le récit commence avec la protagoniste qui subit des attaques de chats, alors que depuis toute sa vie, les chats l'aimaient beaucoup, mais là, soudainement, depuis quelques temps, les chats, dès qu'il la voit, il la déteste, il l'attaque. Et c'est pas pratique parce qu'elle est une technicienne vétérinaire. Et la raison pour laquelle j'explique tout ça, c'est parce que après ça, ça va dans une direction qui t'apparaît quasiment comme du réalisme magique. Je pense pas au final que ce le soit, mais c'est juste, il y a quelque chose à travers la réalité décrite par cette œuvre qui paraît comme quelque chose de fantastique. Et j'adore ça. J'adore un livre qui, tu sais, c'est quand même très familier, genre encore une fois, c'est un livre qui est très québécois. Il y a tabarnak sur la première page, ok? Mais c'est pas juste une présentation simple de la vie, c'est une œuvre littéraire. Il y a du travail qui a été mis dans la narration, c'est original. Et la fin, j'avais peur vers la fin parce que on comprenait un peu mieux les éléments qui paraissaient comme du réalisme magique et on comprenait que ça n'en était pas. Et là, plus on s'approchait de la fin, plus j'étais comme ah ok, tu sais, au début ça avait l'air d'une direction très originale, mais là on la perd un peu. Mais là, à la fin du livre, la conclusion était parfaite. Alors, pour moi, ça a été un 4.5 étoiles. Je pense qu'on peut dire que c'est un coup de cœur québécois. Vraiment, il y a des chances que ça se retrouve dans mon top 10 de fin d'année, même si c'est pas une note parfaite. Genre, c'était vraiment une expérience marquante. Je vais me souvenir de ce livre-là et je le recommande absolument. C'était un délice. Merci, merci. Et donc, pour finir, on y va avec une petite catégorie rapide de 2 livres qui parlaient d'écriture. Donc, le premier, c'est Le plaisir de la peur de Franck Tillier. Je ne savais pas que ce livre existait avant de juste tomber dessus dans les rayons de ma bibliothèque et j'étais très excitée de le lire parce que, comme vous allez le voir à la fin du mois, je suis en train de terminer mon roman carrément, ok? Après 5 réécritures, on le termine. Et donc, je m'étais dit, c'est bon, tu sais, au lieu de lire des romans, ben, je vais essayer de lire un peu de trucs sur l'écriture pendant que je conclue tout ça. Le plaisir de la peur, ben, évidemment, tu sais, on parle de ce qui fait de Franck Tillier un auteur de thriller incroyable. En fait, ça sonne comme si c'était pas littéralement Franck Tillier qui nous parlait dans le livre, que c'était pas un livre qui décrit Franck Tillier, c'est Franck Tillier qui nous parle. J'ai trouvé ça intéressant parce que la première moitié du livre est vraiment dédiée à son parcours en tant qu'auteur, et il y a des faits que j'ignorais complètement, puis c'était intéressant. Par contre, en tant qu'œuvre, pour genre donner des conseils d'écriture, donner des conseils pour écrire des thrillers, je sais pas à quel point je le recommanderais. Genre, je le recommande parce que c'était une bonne lecture, c'est intéressant, puis c'est tout petit, ça se lit très bien. Donc, tu sais, ça ne fait pas de mal de lire ce livre-là. Mais j'ai trouvé que ça restait vraiment dans les bases, et j'aurais aimé qu'on aille un peu plus loin. Ce qui était cool, par contre, c'est qu'il décortiquait certaines de ses œuvres qui étaient celles que j'avais lues. Donc, dans les sections, il était genre spoilers, disait pas si vous avez... Moi, je pouvais, puis j'étais contente parce que, tu sais, ça parlait de sa trilogie du manuscrit inachevé, que pour moi, c'est un des plus grands chefs-d'œuvre du thriller au monde. Et ben, c'était le fun d'entrer dans sa tête par rapport à ça. Donc, genre, niveau appréciation, pour moi, c'est un 4 étoiles, mais tu sais, c'est vraiment plus un 4 étoiles pour moi en tant que fan de Franck Tillier, puis d'en apprendre plus sur lui, plutôt que les conseils d'écriture. Et donc, pour finir, j'ai lu Écrire et publier au Québec les littératures de l'imaginaire de comme plusieurs auteurs différents, j'oublie les noms. C'est un petit guide qui est quand même très développé, genre on parle de beaucoup d'aspects différents de l'écriture, de la publication. Contrairement au roman de Franck Tillier, je trouvais que c'était plus approfondi, là. On donnait plus d'outils pour les nouveaux auteurs, mais aussi pour les auteurs qui ont déjà écrit, réécrit, envoyé des livres. Donc pour moi, ça m'a apporté un peu plus dans mon processus, mais en même temps, c'est, je sais pas, je trouve que ce qui était le plus intéressant là-dedans, c'était par rapport à comme juste la publication plus que l'écriture. Ah, j'ai plus de batterie! Mais c'était bien, donc tu sais, je vais pas lui donner de notes parce que c'est vraiment juste comme un guide. J'ai préféré dans le livre de Franck Tillier que les conseils soient quand même écrits avec une certaine finesse, tandis que là, c'est vraiment juste des informations. Mais voilà, je sais pas comment en parler, ok? Honnêtement, je voulais pas tant inclure ce livre dans ma vidéo, mais voilà. C'est une bonne ressource qui existe pour les personnes qui sont intéressées. Alors, je conclue la vidéo ici, mais avant de partir, j'aimerais vraiment que vous vous amusiez dans les commentaires à me donner les catégories de lecture de votre mois. Donc les livres que vous avez lus, si vous aviez à les séparer en catégories différentes,
ce serait quoi? Est-ce que c'est genre, j'ai continué des sagas, j'ai lu des vieux livres, j'ai lu des pavés? Je suis curieuse. Alors, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. La semaine prochaine, ce sera ma vidéo mensuelle exclusive pour les membres. N'hésitez pas à vous abonner et à soutenir la chaîne si vous voulez. C'est vraiment, en ce moment, j'ai pas de travail stable et ma chaîne représente vraiment comme une bouée de sauvetage que j'aurais jamais cru possible dans ma vie. Donc, merci pour votre soutien. Même si vous n'êtes pas abonné, juste en regardant mes vidéos, ça m'aide. Merci beaucoup. Et donc, c'est ça. Sinon, on se revoit les vendredis à 10h30 pour le Québec et 10h30 pour la France. Bye! Vous avez rien compris, hein?